Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, on a vu comment il pouvait y avoir un espèce de réseau mondial du coup de trafic d'êtres humains ou d'autres activités criminelles. Et maintenant, on va voir, parce que c'est important de regarder derrière ça, on se rend compte que tous les gens impliqués dans ce genre de réseau, qui sont extrêmement haut placés, ont des rôles extrêmement importants, que ce soit des rôles culturels, économiques ou politiques. Et donc là, on va aborder l'aspect justement de l'importance qu'ont ces gens-là et tout ce réseau sur le fonctionnement de notre société et l'évolution de nos mœurs. Alors, comme point de départ pour cette vidéo, on va prendre un bouquin qui a été écrit il y a plus de 500 ans, et je pense que je n'exagérerais pas si je disais que c'était le bouquin le plus important du millénaire. Ce livre, c'est Le Prince de Machiavel. C'est une doctrine politique qui donnerait la méthode ultime pour obtenir et conserver le pouvoir. Selon Machiavel, cette méthode ultime pour conserver et obtenir le pouvoir, justement, ce serait de faire abstraction de toute moralité et d'utiliser absolument tous les moyens nécessaires et à portée de main dans cet objectif. Pour Machiavel, la vertu et la morale doivent être supprimées pour faire place à la virtu, qui est un ensemble de stratagèmes purement rationnels et matérialistes. Cette philosophie, notamment, elle dit que si une cruauté ou un mensonge est utile ou nécessaire au maintien et à l'exercice du pouvoir, non seulement elle peut être employée, mais elle doit être employée. Et ce livre de théorie politique, il a été probablement le manuel, on va dire, de tous les hommes politiques, monarques et autres hommes d'influence depuis cette époque-là. Et donc, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette mentalité-là, cet exercice du pouvoir, a réellement disparu dans un monde aussi mondialisé que le nôtre, avec beaucoup plus de moyens et de ressources que l'époque de Machiavel. Dans une société démocratique, les clés du pouvoir, c'est d'obtenir le consentement de la majorité. Et j'ai un exemple à vous donner par rapport à ça. C'est une campagne de publicité qui a été organisée par Edward Bernays, qui est non moins que le neveu de Freud, qui a émigré aux États-Unis. Alors Edward Bernays, il a travaillé pour la American Tobacco Company. Ce fabricant de cigarettes, il va vouloir étendre son marché à cette époque-là, en 1929. Et que va faire Edward Bernays du coup pour atteindre cet objectif? Il va utiliser un mouvement à l'époque qui s'appelle le mouvement des suffragettes. Alors le mouvement des suffragettes, c'était un mouvement qui est né dans les années 30 pour le droit de vote des femmes. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va engager des actrices, qui va payer 3 francs 6 sous pour participer à la manifestation des suffragettes. Ensuite, après cela, il leur dit d'allumer la cigarette quand ils arrivent en face de la presse. Et pendant que la presse prend des photos du coup de ces femmes qui fument, il va discuter avec eux, il se fait interviewer avec quelques-uns de ces acteurs, et va affirmer que fumer une cigarette est le mouvement de la libération de la femme absolue, parce que c'était quelque chose qui était réservé aux hommes. Il va même appeler ça les torches de la liberté, et dire que tous ceux qui s'opposent à ce que les femmes fument sont d'affreux sexistes. Cette campagne, elle va extrêmement bien fonctionner, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un boom des ventes de cigarettes à cette époque-là. Et c'est comme ça qu'il le décrit dans son propre livre intitulé Propagande. Et ça, c'est juste quelqu'un d'isolé, avec de très faibles moyens, qui est employé par une simple compagnie tabatière. Je vous laisse imaginer de quoi est capable un gouvernement ou un service secret avec des moyens 1000 fois plus importants. Et justement, c'est ce qu'on va voir par la suite. Un des premiers groupes de personnes qui a eu une influence extrêmement importante probablement sur nos mœurs et notre société, c'est un groupe de sociologues et de philosophes qu'on appelle l'école de Francfort. Alors l'école de Francfort, c'est un rassemblement d'individus dans la ville éponyme dans les années 20, pendant la République de Weimar. Ce mouvement, il est initié et chapeauté notamment par Horkheimer. Et cette idéologie, elle est simple. Elle dit que les normes sociales et morales, les instincts millénaires et les traditions séculaires sont des limites à la liberté. Que la famille, le genre, la race, la religion, tous ces concepts élaborés et entretenus par nos ancêtres sont des normes fascistes et doivent être déconstruits. La vérité n'existe pas. Cette philosophie, elle va, entre les deux guerres, plonger l'Allemagne dans une dégénérescence profonde, où la prostitution, l'homosexualité, donc prostitution aussi parfois d'enfants ou de familles entières, mais aussi la prise très répandue et récréative d'alcool et de drogue, prennent une place majeure dans la société qui a économiquement été détruite par la guerre. Et ça s'est vu surtout à Berlin. Parmi ses membres, on peut citer notamment celui qui deviendra plus tard le pionnier du droit des transsexuels, qui s'appelle Magnus Hirschfeld. Et beaucoup de ces gens vont avoir leurs livres brûlés, notamment par les jeunesses hitlériennes suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. C'est les fameux autodafés qu'on voit en histoire d'ailleurs. Alors la guerre, elle va mettre fin du coup à cette école philosophique, mais les membres, ils ont eu le temps pour la plupart de fuir, souvent en Angleterre et aux États-Unis principalement. Un de leurs membres, d'ailleurs, très important, c'est Theodor Adorno, qui était un ami proche d'Horkheimer et qui va plus tard fonder, avec beaucoup d'autres membres de leur communauté qui ont fui justement l'Allemagne nazie, ils vont fonder ce qu'on appelle l'Institut Tavistock, institut sur lequel je reviendrai plus tard. Après la Seconde Guerre mondiale, et au début de la guerre froide, il va y avoir une véritable effervescence, notamment aux États-Unis et en Angleterre, dans les services de renseignement pour essayer justement de garder un contrôle face au bloc soviétique, et ça dans le monde entier. Un des premiers et plus importants directeurs de la CIA, Alan Dulles, va lancer plusieurs opérations qu'on pourrait qualifier pour le moins de éthiquement douteuses. Et je vais vous présenter certaines de ces opérations. Et mes sources pour ça, ça va être quasi exclusivement des documents déclassifiés directement par le CIA ou la MI6 eux-mêmes. La première opération, ce qui s'appelle MK Ultra ou MK Monarch, c'est un projet lancé dans les années 50, encore une fois par Alan Dulles,
Et d'après les documents déclassifiés par la CIA, il y aurait eu utilisation sur des civils non informés notamment, mais aussi du personnel militaire, de drogue et d'autres techniques comme les électrochocs ou l'isolement en cellule pendant un très long moment. Ces expériences, elles avaient comme but d'être capables de briser et de, on va dire, reprogrammer des individus pour en faire des pions parfaitement contrôlés par la CIA. Et ça dans le but de faire soit des super soldats, ou alors des agents d'influence, ou alors même des kamikazes allant au-delà de leur propre instinct de survie. Et ça c'est les documents déclassifiés, mais il y a aussi des centaines de témoignages, un peu partout, d'autres expériences qui elles n'ont pas été déclassifiées, notamment dans des orphelinats au Québec, où pendant longtemps il y a eu justement à la fois du trafic d'enfants, qui était vendu sur le marché noir à des familles juives pour adoption, et des anciens membres de cet orphelinat parlent d'expériences, encore une fois, notamment d'abus et de torture psychologique, mais aussi physique et sexuelle, sur des enfants, encore une fois, par des membres justement de la CIA, mais aussi des membres du clergé qui tenaient l'orphelinat. Et là-dedans, il y en a plusieurs qui ont identifié certaines personnes, notamment un certain scientifique qui s'appelle Ambrosé, et Ambrosé c'était un savant nazi, en fait, qui a été récupéré après la guerre par les Américains durant l'opération Paperclip. Cet Ambrosé, c'est non moins qu'un grand chimiste allemand, et très intéressé dans la psychiatrie notamment, qui a produit le gaz sarin, qui est une arme chimique. Et c'est là encore une fois qu'on voit le lien avec ma dernière vidéo sur le trafic d'êtres humains et les abus d'enfants. Parce que ces abus, en fait, ils servent notamment, grâce à ce projet MKUltra, à provoquer ce qu'on appelle un syndrome de dissociation de l'identité, ou d'identité multiple. En fait, c'est-à-dire que soumis à un stress intense, un enfant ou même parfois un adulte, mais les enfants sont plus susceptibles à ça, ils vont, pour échapper à la souffrance, se dédoubler, et créer une nouvelle personnalité qui va pouvoir endurer le traumatisme. Et il y a énormément notamment de stars, soit de la pop ou d'Hollywood, d'acteurs, de chanteurs, mais d'autres aussi personnages influents, qui ont parlé notamment de ce genre d'abus, et ont eux-mêmes partagé leur histoire d'abus sexuels ou même de contrôle mental. Parmi eux, on peut citer notamment Orlando Brown, mais aussi Tila Tequila, Alison Carey, ou Isaac Capi, et la liste est encore plus longue si vous voulez vous renseigner. Je pense qu'il y a pas mal de chaînes, notamment la chaîne d'Alexandre Le Breton, qui cite beaucoup de ces témoignages. Et ce genre de conditionnement absolument traumatique expliquerait notamment, d'après certains de ces témoignages, le comportement extrêmement bizarre de certaines stars qui, entre guillemets, pètent les plombs parce que, soi-disant, elles n'arriveraient pas à supporter la célébrité. On peut parler de Whitney Houston, de Michael Jackson, de l'acteur qui joue dans Maman j'ai raté l'avion, mais aussi de Britney Spears, ou alors de Lady Gaga. Une autre opération lancée par la CIA sous la tutelle de Alan Dulles, c'est l'opération Mockingbird. Alors l'opération Mockingbird, c'est une opération qui cherchait notamment à accomplir un contrôle, mais aussi un réseau d'influence mondial au niveau des médias. Ça s'est fait dans un premier temps grâce au plan Marshall. Le plan Marshall, c'était le plan de reconstruction du coup de l'Europe, et il a été fait notamment pour amener et augmenter l'influence de la culture américaine, et notamment de Hollywood. Et il faut savoir que pendant toute une période, la totalité des films qui paraissaient justement et qui sortaient en Europe étaient contrôlés justement par la CIA. Et tous ces films-là et ces musiques aussi étaient en grande partie approuvés par un homme du coup qui vérifiait leur contenu et qui s'appelait David Mordecai Levy. Ce projet il a notamment aidé à financer le fameux livre de George Orwell, La ferme des animaux, pour condamner notamment et faire de la propagande anti-soviétique à l'époque. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde justement les monopoles, mais aussi les concentrations de pouvoir qu'il y a au niveau des médias, ce serait très naïf de penser qu'ils servent à autre chose que d'organes de propagande et d'influence. Et juste pour la route, voilà un petit exemple limite flippant de messages médiatiques assez unanimes. Où ironiquement, de nombreux médias, et ici plus d'une vingtaine appartenant au même groupe, répètent exactement la même phrase dénonçant les fake news et la manipulation. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about troubling, irresponsible, one-sided news stories plaguing our country. plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish fake stories simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. 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 This is extremely dangerous.
Une autre petite anecdote assez amusante, c'est que récemment, il y a eu une affaire qui a été décriée dans tous les médias comme étant une fake news absolue et un espèce de canular de la dangereuse extrême droite. Cette affaire, c'est un scandale qu'on appelle le scandale du Pizzagate, où notamment grâce aux emails qui avaient été hackés du Parti démocrate, il y a eu énormément d'éléments très suspects, donc je vais pas rentrer dans les détails parce que cette affaire-là est gigantesque, donc ça me prendra aussi une heure. Mais dans cette affaire du Pizzagate, il y avait énormément de coïncidences et de choses bizarres qui faisaient penser justement, encore une fois, à un certain trafic d'êtres humains et d'abus d'enfants, qui aurait été organisé notamment dans des pizzerias de Washington DC, et auquel auraient participé de nombreux personnages éminents du Parti démocrate, notamment le couple Clinton mais aussi Obama. Et donc du coup, cette soi-disant fake news a été extrêmement critiquée, et les sources principales de ces critiques venaient notamment d'un premier article du New York Times, mais aussi de certains talk-shows comme le talk-show de Stephen Colbert. Et quelques mois après, arrive une affaire similaire, mais cette fois-ci prise en compte par la justice et non pas simplement venue de rumeurs suite à des sources plutôt vagues, c'est l'affaire Epstein. Et donc du coup dans cette affaire Epstein, on parle là, encore une fois, 3 mois après cette soi-disant fake news, d'un réseau de trafic et de prostitution d'enfants, dans lequel aurait été impliqué notamment le couple Clinton, Obama, mais aussi énormément d'autres gens très influents. Et ce qui semble très étonnant, c'est que quand on investigue justement sur d'où viennent les articles qui critiquaient le Pizzagate comme fake news, eh bien on retrouve encore une fois le talk show de Stephen Colbert. Stephen Colbert qui étonnamment se retrouve sur la liste des passagers du Lolita Express. Et quant au New York Times, le directeur du New York Times, Mark Thompson, lui par contre avait passé avant plusieurs dizaines d'années comme directeur de la BBC. Et pendant l'affaire Savile, cette fois-ci dont j'ai parlé aussi la dernière fois, c'est l'affaire Savile en Angleterre, eh bien, il a été accusé, il a reconnu d'avoir protégé justement Jimmy Savile qui pratiquait des abus pendant des dizaines d'années. Au-delà de ces anecdotes, on va dire, et de ces coïncidences intéressantes, il y a une autre association sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est l'ADL. Alors l'ADL, c'est une association ou un lobby, on va dire, qui aujourd'hui a un pouvoir complet et l'autorité à laquelle se réfèrent Google et YouTube notamment, pour savoir ce qui va être censuré comme appel à la haine. Donc l'ADL, ou l'Anti-Defamation League, a été créé dans les débuts du XXe siècle pour défendre un homme et sa mémoire. Cet homme, c'était Léo Frank. Alors Léo Frank, il a été lynché par toute une petite ville aux États-Unis, dans l'Ohio, pour avoir violé et assassiné une fillette de 14 ans. Et il a été reconnu coupable par le tribunal et a été lynché à mort par la moitié de la ville. Et donc cette association Anti-Defamation League a été créée pour défendre sa mémoire et essayer de le réhabiliter alors que c'était bien quelqu'un de coupable. Et ils ont par la suite servi d'organe d'influence pour protéger notamment une certaine communauté de plus en plus implantée aux États-Unis. Cette association-là, elle a été systématiquement dirigée par des membres d'une association maçonnique, une association maçonnique juive notamment qui utilise la Kabbalah. Et cette association maçonnique qui s'appelle, je vais essayer de le prononcer mais ça a l'air complètement imprononçable, excusez mon hébreu, c'est B'nai B'rith. Et cette association-là, qui était très influente, a réussi notamment, grâce à l'ADL, à la fois à obtenir des boycotts de sociétés qui allaient contre leurs intérêts, mais aussi à obtenir de la censure notamment de tous les youtubeurs conservateurs avant et après l'élection de Trump notamment aux États-Unis pour essayer de jouer dans la balance démocratique. Et cette censure asymétrique des contenus justement conservateurs ou pro-républicains aux États-Unis, elle a été démontrée par plusieurs groupes, notamment le Projet Veritas qui a enquêté là-dessus, comme le fait que la plupart des médias étaient au courant de l'affaire Epstein bien avant qu'elle sorte. Et cette association, cette pseudo-société semi-secrète qui ressemble à la franc-maçonnerie, compte parmi ses membres notamment des gens très influents et très connus dans le monde entier, à travers l'histoire, comme Simone Veil ou Sigmund Freud. Alors l'influence des services secrets et de ce genre de réseau d'influence n'est pas à démontrer pour Hollywood, mais juste je vais vous citer une des anecdotes. Par exemple, on sait que Arnon Milchan, qui est un ancien producteur extrêmement important, qui a notamment produit des films très connus comme Fight Club, a avoué être un agent du Mossad pour lequel justement il a servi d'agent d'influence. Et Hollywood d'ailleurs a pendant très longtemps été un des principaux vecteurs justement de l'évolution des mœurs, grâce notamment aux idées de l'école de Francfort. Mais quand on réfléchit justement à toutes les évolutions des mœurs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et même avant, on se rend bien compte que tout semble suivre une évolution et des buts assez constants. Et quand on cherche justement à prouver ça en essayant de mettre des noms, des visages sur ces changements, on se rend compte vite que toutes ces personnes en fait sont en lien d'une façon ou d'une autre. Et un des éléments centraux de tout ça, c'est l'Institut Tavistock. Une majeure partie des infos qu'on a justement sur cet Institut Tavistock viennent de deux anciens agents des services secrets britanniques qui s'appellent le Dr John Coleman et Richard Tomlinson. Et ces deux personnages
Au-delà de dénoncer l'importance phénoménale de la franc-maçonnerie et d'autres sociétés secrètes ou semi-secrètes sur les services secrets, notamment anglais et américains, il parle de cet institut Tavistock. Cet institut Tavistock, il aurait été créé à la suite de la Seconde Guerre mondiale, par notamment 2 personnages importants qui sont Theodor Adorno et Kurt Lewin. Cet institut, il comptera parmi ses membres notamment des personnages extrêmement connus, comme Carl Jung, le neveu de Sigmund Freud dont on a parlé au début de la vidéo, ou H.G. Wells. Et cet institut qui est le centre névralgique d'un espèce de réseau tentaculaire et mondial de think tanks, d'autres instituts, d'œuvres de charité, d'organisations caritatives. Cet institut, il étudie exclusivement les comportements humains, et notamment les comportements de groupe. Il va notamment mettre en place des pans entiers de la psychologie et de la psychologie des foules, dans un but de contrôle et d'ingénierie sociale. Et pour comprendre la nature un peu de cette ingénierie sociale, je vous mets un passage d'un des livres justement qui a été produit par cet institut Tavistock. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que en période de guerre froide, ces objectifs, ils étaient à la fois portés par les agents de l'URSS, donc le KGB, mais aussi par cet institut Tavistock, la CIA et le MI6. C'était comme une tentative de synthèse et d'évolution des mœurs à cette époque-là. Et il y a notamment le témoignage d'un certain Yuri Bezmenov, qui est un ancien agent du KGB, où il parle du travail qu'il a réalisé pour l'URSS, de propagande, de subversion et d'infiltration des milieux notamment universitaires, mais aussi culturels du bloc de l'Ouest. Il dit notamment avoir infiltré l'ashram en Inde dans lequel les Beatles et d'autres personnalités importantes se rendaient pour essayer d'influencer leur message. Et dans les témoignages justement des 2 agents secrets, ils disent que toutes les musiques des Beatles, mais aussi les musiques d'énormément d'autres groupes de l'époque et même de l'époque encore actuelle, ont été écrits justement par des membres de cet institut Tavistock. Et notamment les chansons des Beatles auraient été écrites par Theodor Adorno. Le but de l'institut Tavistock et de toutes les entités qui partagent ces objectifs, ce serait, comme le recherchait la doctrine de Machiavel justement au XVIe siècle, de constituer et de rassembler toutes les forces politiques sous un même pouvoir. Donc essayer de créer, si possible, un gouvernement mondial. Et dans ce but-là, ils essayent d'organiser un contrôle mental de la population. Et ils tentent de faire ça notamment en brisant les limites, que ce soit des limites culturelles, des limites ethniques, mais aussi encore en détruisant les sphères d'influence qui échappent à leur pouvoir comme la famille ou la nation. Ils cherchent d'une certaine façon à déraciner et infantiliser la population pour les rendre le plus dépendants possible. Et pour cet objectif-là, ils ont mis en œuvre énormément de moyens, et ils ont étudié notamment tout le comportement humain, et c'est déterminant, que ce soit l'éducation, la culture, mais aussi la génétique, et la biologie, notamment l'influence des hormones. Ils vont donc pour ça promouvoir énormément de choses assez variées, mais cohérentes justement avec cet objectif, comme la prise à la fois légale mais illégale de drogue aussi, une sexualisation de la société à outrance, l'utilisation de la pornographie notamment qui va agir énormément sur les récepteurs à dopamine, ou encore essayer de promouvoir la violence pour créer un climat d'insécurité qui permettra d'avoir un meilleur contrôle social, fondamentalement transformer le statut de la femme par le féminisme, mais aussi encourager le métissage et la destruction de la diversité à l'échelle mondiale. Parmi les travaux qui ont permis de faire ça, on peut citer ceux d'Alfred Kinsey qui est à la base des rapports Kinsey, qui poseront les recommandations et définitions qui sont aujourd'hui en usage par toutes les grandes instances mondiales au niveau de l'éducation sexuelle, que ce soit l'OMS, le planning familial international et tous les plannings familiaux aussi à l'échelle nationale, mais aussi l'Union Européenne et l'UNESCO. Et ce personnage, Alfred Kinsey, est assez intéressant parce qu'il a eu d'ailleurs un film à son honneur par Hollywood, où son rôle est même joué par Liam Neeson. Et Alfred Kinsey, notamment pour ses études, va abuser sexuellement de quasiment 1500 enfants pour produire sa théorie sur, je cite, l'orgasme du nourrisson. Ces travaux qu'il a d'ailleurs réalisés grâce à une correspondance régulière avec un membre des SS qui s'appelle Baluzak. Cet homme-là est aujourd'hui considéré comme le père de la révolution sexuelle. Et il se définit lui-même comme l'héritier des travaux de Magnus Hirschfeld, le fameux membre de l'école de Francfort dont les livres ont été brûlés par les nazis. Mais au-delà d'être un criminel, Alfred Kinsey c'était aussi un escroc, parce que dans la plupart de ses bouquins, en fait, il a volontairement manipulé ses études pour essayer d'aller dans son sens, et de façon pas très subtile, c'est-à-dire que par exemple, la majeure partie des participants qu'il a pris comme sujet de test standard étaient en fait à 40% des psychopathes et à 80% des déviants sexuels, ce qui était une classification clinique à l'époque. Un des amis d'Alfred Kinsey était aussi John Monnet. John Monnet qui est le pionnier de la chirurgie transsexuelle, donc qui a, contre toute éthique et norme, opéré plus ou moins sans son consentement ou en manipulant un jeune garçon de 10 ans qui a dû faire énormément de chirurgie réparatrice par la suite. Un des principaux financiers d'Alfred Kinsey, c'était aussi la fondation Playboy. La fondation Playboy, je ne sais pas si vous vous en rappelez dans ma dernière vidéo, à la fois le magazine, dans ces années-là, mettait de façon tout à fait impunie des gamines de 10 ans dans ces magazines, qui posaient dans leur numéro pornographique, et qui aussi, si vous vous rappelez dans ma dernière vidéo, a été accusé à de nombreuses reprises, notamment par Natasha Jait, d'organiser encore une fois des partouzes avec des mineurs, notamment pour Hollywood.
Et dans cette veine-là, mais en France cette fois-ci, on a aussi une lettre qui a été publiée dans Libération et Le Monde, et signée par une grande partie des intellectuels de l'époque de mai 68, qui justement défendait la légalisation de la pédophilie. Un des autres méfaits de la fondation Rockefeller et indirectement de l'Institut Tavistock, c'est le développement de la première pilule contraceptive. Et aujourd'hui, il y a des tonnes d'études qui sortent justement sur cette pilule contraceptive, parce que, étant donné que c'est un médicament hormonal, elle a forcément une influence dramatique sur le comportement des gens. Et de nombreuses études ont confirmé ça récemment, notamment en prouvant qu'elle avait un effet très fort sur l'hypophyse, qui est le centre, plus ou moins des centres de contrôle hormonal du corps humain. Cet organe était de façon quasiment irréversible réduit de façon importante chez les participantes à l'étude qui avaient pris la pilule pendant plusieurs années. Les effets de ce rétrécissement de l'hypophyse et de son centre de contrôle au niveau du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus sont la baisse de production de certaines hormones essentielles comme l'ocytocine et la vasopressine, ce qui va entraîner des affectations importantes du comportement féminin, notamment la baisse des instincts maternels, mais aussi une baisse de satisfaction à long terme et un comportement plus agressif. Tout ça en plus de réduire drastiquement la fertilité. Détail intéressant, avec mai 68, l'arrivée notamment de ces genres de contraception en France s'est fait grâce à la loi Neuwirth. Neuwirth qui était lui-même franc-maçon et qui a plus tard lui-même dit que cette loi avait été établie principalement en loge maçonnique. Au niveau de l'influence culturelle aussi, une grande partie des mouvements musicaux ont été financés ou élaborés ou aidés, on va dire, par ce même réseau d'influence. Par exemple, une grande partie des artistes pop les plus importants qui passent à la radio aujourd'hui ont fait écrire leurs paroles par deux personnes, Lucas Gottwald et Max Martin. Parmi les artistes pour lesquels ils ont écrit des musiques, on peut compter Rihanna, Drake, Beyoncé, Britney Spears, Katy Perry, et 80% des artistes les plus écoutés. Une des principales armes de cet institut Tavistock, c'est ce qui s'appelle en psychologie la normalisation. La normalisation, c'est un processus par lequel l'individu, pour chercher à adapter son comportement au groupe, va observer et s'adapter justement à ce groupe-là. C'est ce phénomène de psychologie qui est à la base des effets de mode, par exemple, ou des évolutions du langage. Ce mode de pensée, pour la plupart des gens, c'est ce qui leur permet en fait de prendre des décisions et ils adoptent la plupart du temps les comportements qui sont jugés acceptables, soit par leur groupe social, soit par une figure d'autorité. Un exemple parfait aujourd'hui qui fonctionne surtout par la honte, c'est ce qu'on appelle des buzzwords, donc des phrases toutes faites ou des mots inventés, de la novlangue on va dire, qui permet de dépeindre de façon soit positive ou négative les concepts qu'on veut respectivement encourager ou punir. Nombreux de ces mots ont d'ailleurs directement été inventés par l'école de Francfort, c'est-à-dire que ça remonte à très loin, ou même l'Institut Tavistock. On parle de mots comme raciste, sexiste, homophobe, et maintenant transphobe, ou alors souvent du vocabulaire que vous pouvez voir dans les articles de journaux, comme un message inspirant, tolérant ou inclusif. Si une information est utile pour le pouvoir en place, on parle de whistleblower ou de donneur d'alerte. Par contre, si elle est dangereuse, on l'étiquette comme théorie du complot. Et ça de façon complètement indépendante du niveau de preuve qu'il peut y avoir derrière de telles révélations. Ce genre de novlangue, en fait, c'est l'équivalent au niveau du langage de ce qu'on a fait avec les fameux chiens de Pavlov. Cette expérience nous donnait à manger aux chiens en sonnant une cloche, et par la suite, quand on sonnait la cloche, les chiens se mettaient à saliver automatiquement. C'est sur ce principe-là aussi que se fonde toute la publicité. Par exemple, j'ai beau vous dire « ne pensez pas à un éléphant rose », vous allez très probablement penser exactement à ça, parce que j'ai dit ça dans la phrase. Et peu importe votre avis sur quelque chose, c'est pour cette raison, par la normalisation notamment, que fonctionne toute la publicité et qu'aujourd'hui des industries payent des milliards pour que vous voyez 3 secondes leur canette dans un spot publicitaire. Et d'ailleurs, on peut bien voir qu'aujourd'hui la publicité ne semble plus vendre simplement des canettes de soda, mais semble directement essayer de nous vendre les idées de l'école de Francfort et de l'Institut Tavistock. Voilà, bon, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur l'Institut Tavistock et autres opérations de guerre psychologique. Dans la prochaine vidéo, je vais probablement attaquer aussi les aspects qui m'ont le plus étonné, qui sont les aspects religieux de tout ce réseau. Et j'espère que cette vidéo vous aide un peu plus à comprendre peut-être certains événements historiques ou mouvements sociaux, et avoir un peu de recul sur tout ça, des éléments clés pour mieux comprendre et juger le monde autour de vous. Et encore une fois, je vous encourage le plus possible à vous renseigner là-dessus, parce que d'abord j'ai pas pu tout vous dire, mais aussi parce qu'il y a énormément de choses et que c'est un réseau très vaste, un puzzle très très grand dont je n'ai pu que vous donner quelques pièces. Si vous pensez que cette vidéo est utile ou intéressante, n'hésitez évidemment pas à la partager et à vous abonner et à activer les notifications. Je reviendrai vers vous très vite pour une prochaine vidéo. Bonne semaine à tous et à la prochaine fois.